Alors bonjour et bienvenue à LVA TV dans nos nouveaux studios 2020 avec Jocelyn Michon. Bonjour. Bonjour, M. Patali. Agriculteur, spécialiste du semi-direct, vous êtes l'invité de l'émission Face à Face. Nous sommes contents de vous recevoir, en fait parce qu'on voudrait comprendre exactement ce qu'est le semi-direct. C'est quoi exactement faire du semi-direct au Québec? Semi-direct veut dire tout simplement semer directement dans les résidus de la culture précédente sans aucun travail de sol au préalable. Donc sans labour? Pas seulement que sans labour, sans aucun travail de sol. Parce que plusieurs personnes confondent labour et non-travail de sol. Le labour, c'est quand on utilise une charrue. Et il y a d'autres équipements aussi qu'on peut utiliser pour travailler le sol. Mais dans mon cas, ce qu'on fait, c'est du non-travail de sol, non pas seulement du semi-direct. Parce que la définition est quand même large de semi-direct. Donc, vous êtes un spécialiste de la santé des sols. Ah, on dit ça, oui. On dit ça. On nous avait dit, on a fait une pré-entrevue au téléphone l'autre jour, puis Ouais. j'écoutais ce que vous me disiez. Vous me disiez en fait que concernant un plan concret de la santé des sols au Québec, ça bloque au MAPAC. Qu'est-ce que vous voulez dire par là en fait? En fait, c'est que moi, je suis impliqué en conservation des sols depuis plus de 25 ans. J'ai été dans des comités aussi, au CRAC, un comité de conservation des sols. Et on a toujours eu l'impression qu'il n'y avait pas de politique qui était axée directement sur la santé des sols. Même à l'Université Laval, il n'y a pas vraiment de programme complet sur la santé des sols. C'est des petits bouts qui sont placés dans différentes facultés. Puis, en 2005, j'ai eu le plaisir de recevoir le nouveau ministre de l'Agriculture, M. Laurent Lessard, qui était en poste depuis 3 mois. Puis Il a compris, lui, c'était quoi le semi-direct? En tout cas, j'ai eu la chance de l'avoir chez moi. Okay. Puis, au départ, en venant chez moi, il apprenait qu'on pouvait cultiver sans aucun travail de sol. Je lui ai présenté le travail que les vers de terre pouvaient faire. Je lui ai montré que je n'avais pas d'équipement, pas de machinerie à travail de sol. Et puis, ça a mis le doute dans sa tête et puis il m'a demandé si j'étais vraiment sérieux puisque je ne me moquais pas de lui. Mais après explication, il a bien compris la chose. Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il était ministre de l'Agriculture, il me semble. Non, c'était la première fois. Ah, c'était la première fois? Oui. Ah. Il venait de remplacer l'ancien ministre qui était malade, je ne me souviens pas de son nom. OK, c'est pas lors de son dernier passage? Non, en 2005. Puis je l'avais invité chez moi parce que je m'étais mérité un prix en environnement à l'Ordre du mérite agricole, du concours du mérite agricole. Et quand il m'avait remis le prix, je l'avais invité à venir voir chez moi la raison pour laquelle il me donnait ce prix-là. Puis 2 jours après, il était chez moi. J'avais trouvé ça bien. Au fil des années, est-ce que vous avez trouvé vous l'avez sensibilisé à ça? Avez-vous vu qu'il est quand même passé 4 fois au ministère? Est-ce que vous avez vu une évolution? Non, rien. Pas du tout. Il y a eu dans certains programmes qui venaient de Primevert, mais je pense que Primevert, c'est plutôt du fédéral, géré par le provincial. Il y a eu des petits montants, moi je dis des pinottes, quelque chose pour tenter, mais rien de vraiment concret. Il n'y a pas eu de suivi à long terme, il n'y a pas eu d'engagement envers la... Donc il n'y a pas eu de mandat, en tout cas sous lui, en fait, sous Ouais. Lessard, il n'y a pas eu de mandat politique pour dire au MAPAC, là, vous faites quelque chose? Non, j'ai pas eu l'impression que ça. J'ai Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est encore neuf, mais ça fait quand même un an et quelques, en fait, Ouais. presque un an et demi, qu'il y a un nouveau ministre de l'Agriculture. Est-ce que ça a bougé un peu? Parce que comme vous dites, ça bloque encore aujourd'hui. Oui, ça bloque encore aujourd'hui. Ouais. Par contre, ils sont dans l'établissement d'un programme de développement de l'agriculture durable. Ça, je suis au courant. Il est certain que le fait que je sois passé à la commission sur les pesticides l'année passée, ça va peut-être aider à faire avancer les choses. Mais plus que ça, la semaine qui a précédé la commission, j'avais été parler de semi-direct et de sol vivant à des hauts gradés du ministère de l'Environnement et de l'Agriculture. Et j'ai été parler directement au ministre de l'Agriculture 2 semaines après mon passage à la commission pour faire une présentation privée. Est-ce que le débat est un peu faussé dans le sens que on a parlé beaucoup l'an passé de la problématique des pesticides, puis vous m'avez dit, quand on a fait la pré-entrevue, les pesticides, c'est un faux problème. Donc est-ce que quelque part on est faussé dans notre débat? Oui. Parce que le semi-direct, finalement, on dit on s'y intéresse pas parce qu'on s'intéresse tellement aux pesticides qu'on ne va pas y toucher. Mais vous me dites non, les pesticides, j'en ai besoin, puis c'est la machinerie dont j'ai pas besoin. Bon, j'ignore si vous connaissez le journaliste Nicolas Mesli.
Bon, c'est lui qui disait, est-ce que la commission sur les Il a pesticides... d'ailleurs participé aux événements de l'Institut Jean Garon Ouais. au mois de novembre. Bon, il se demandait si c'était pas vraiment un faux débat. Puis moi, j'étais assez d'accord avec lui là-dessus. Parce que, à partir du moment qu'on a un sol en santé, en bon état, on peut se passer, on peut mettre de côté une bonne partie des pesticides, dont les fongicides et les insecticides, ce que je n'applique plus chez moi. En pourcentage de pesticides, ça représente environ 20 à 25 des fongicides et les insecticides. Par contre, au niveau du risque environnemental et au niveau du risque pour la santé, bien, la cote est beaucoup, bien, ça représente au moins 50 des risques associés à l'environnement et à la santé, cette partie-là. Donc, déjà, en ne mettant pas de fongicides et d'insecticides, bon, on est déjà en meilleure situation. Donc, ce serait en fait, dans les choix que l'on fait au niveau des pesticides, qu'il faudrait plus regarder plutôt que de créer un stop total aux pesticides. En fait, ce que j'ai été dire à la Commission, c'est qu'avant de passer des politiques de réduction des pesticides, il fallait avoir des politiques qui permettraient que nos sols deviennent en meilleure santé. À partir de ce moment-là, ça se fait tout seul. On va réduire sans obligation parce qu'on n'aura pas besoin d'utiliser ou on réduit automatiquement l'utilisation des pesticides. Mais le débat sur les pesticides, si on se rappelle, il est parti au départ de deux choses. Il est parti d'une réflexion autour du sérum, où soi-disant les compagnies avaient une influence terrible. Oh, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas, mais c'est ce qui est sorti dans différents journaux. Est-ce que finalement cette information-là a dévié le débat? Et est-ce que selon vous, est-ce que l'influence des compagnies est là ou c'est un faux débat encore une fois? À mon niveau, au niveau du champ, on ne sent pas ça. Comment procèdent les fournisseurs de pesticides auprès de nos distributeurs? Je l'ignore aussi. D'autant plus que plusieurs compagnies nous disent que l'expertise agronomique, elle est dans les entreprises. Est-ce que c'est vrai, ça? Dans le sens, sur les fermes? Sur les fermes ou auprès des entreprises elles-mêmes qui vendent certains pesticides. Bien, au Québec, le plus gros distributeur de pesticides, c'est la Coop Fédérée, qui appartient aux producteurs agricoles. Donc, eux ont l'expertise. Ils ont une ferme de recherche qui n'est pas loin de chez moi. Puis tout est testé. Puis c'est eux qui nous conseillent. Donc, vous ne craignez pas, vous en tant que producteur, vous ne craignez pas l'invasion en fait, des compagnies dans la réflexion sur les pesticides? Personnellement, moi, je ne vois pas ça. À mon niveau, je ne vois pas. J'ai un expert conseil de ma coop qui me suit depuis plus de 40 ans. Et puis, il ne viendra pas me proposer des choses que je n'ai pas besoin. Comment vous voyez alors la fameuse sortie de Louis Robert, qui, elle, était vraiment contre les pesticides? C'était sur l'ingérence du privé dans la recherche publique. C'était plutôt ça. Apparemment, il y aurait eu des pressions qui auraient été faites auprès des chercheurs. Mais ça peut se comprendre. Mais ça a quand même viré anti-pesticides, ça, sa sortie. Là. Ah, ben c'est plus facile, oui. C'est le chemin le plus facile de sortir, de faire une sortie anti-pesticides. Oui, c'est ça qui a été fait. L'agribashing a suivi par la suite énormément. On va revenir tout à l'heure à l'agribashing par rapport au bio, entre autres. Mais la lecture, vous faites, vous, de ça, de cette affaire Louis Robert, de cette affaire Sérum, ça nous a amené où, en fait? Moi, dans mon cas, ça n'a pas beaucoup d'influence sur mon entreprise. Parce que déjà, on n'en met pas beaucoup de pesticides. Puis, je ne sens pas de pression de personne. Mais est-ce que ça cache, des solutions? Parce que quand vous me dites que le semi-direct est une solution pour laquelle il y a quand même besoin de pesticides, en fait. Herbicides. D'herbicides, oui. Est-ce que ça cache certaines solutions, le débat qu'on a eu sur les pesticides? Parce que finalement, vous me dites le semi-direct serait une réponse, mais on ne peut presque pas le dire parce que... Pourquoi? Parce qu'on revient encore avec des interventions avec des herbicides. Mais qu'est-ce que ça fait? Il n'y a aucun problème. Vous prenez des médicaments quand vous êtes malade. Hein? Si vous n'entraînez pas, si vous n'êtes pas en forme, vous allez devoir prendre plus de médicaments. Les sols, c'est la même chose. Donc, vous feriez comme l'Institut Jean Garon, vous associeriez, à la commission, ils ont fait un rapport qui faisait ce rapport-là en disant le pesticide, en fait, c'est un peu comme un médicament. Oui. On peut le prendre à des doses raisonnables, il ne faut juste pas prendre de surdose. Vous seriez dans cette logique-là. En fait. Oui. Une bouteille d'aspirine, si j'en prends deux, c'est bon pour ma santé, mais si je prends la bouteille au complet, là, c'est mauvais. C'est nocif. C'est même qu'il faut le voir. Au niveau de l'agribashing, tout le débat sur les pesticides a fait partie, je pense que vous disiez, de l'agribashing. Mais vous m'avez dit aussi quelque chose dans la pré-entrevue. Vous m'avez dit l'agribashing, il vient essentiellement du monde du bio. Ben oui, tout à fait.
Puis, ouais. C'est pas nouveau. C'est pas moi qui l'invente, là. C'est dit par plein d'organismes. Mais parallèlement, vous me dites, ça vient du monde du bio. Oui. Puis vous nous avez dit, le bio ferait bien de se regarder un peu. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est comme ça que je le traduis. Parce qu'ils ont seulement 10% de leur sol qui sont en santé. Alors qu'on a tous l'impression que le bio, c'est extraordinaire, tout le monde est 100% santé. Non. Le problème avec le bio, j'ai rien contre le fait qu'un producteur ne mette pas de pesticides ni d'engrais. Ça, c'est son choix personnel. Par contre, la façon qu'on vend ça aux consommateurs est complètement faussée. C'est pas vrai que les sols en bio, en grande culture, parce qu'on confond aussi maraîchage sur des petites surfaces, là, des jardins d'un acre ou 2 acres, qui sont hyper compostés. Mais quand on s'en va en grande culture, sur des grandes surfaces, et que sans pesticides, on doit absolument utiliser les outils de travail de sol. Et il y a quand même des producteurs en bio qui veulent réduire le travail de sol. Ils vont compenser en ajoutant des plantes de couverture en interculture, et même avec comme des plantes compagnes. Et ces producteurs-là, ça met à risque de ne pas récolter parce que la culture de couverture ou les mauvaises herbes vont prendre le dessus sur la culture principale. Donc, actuellement, ça ne se fait pas. Le non-travail de sol, pour avoir un sol en bon état, sans pesticides. Ça n'existe pas nulle part sur la planète. Il y a peut-être eu des petits succès ici et là, mais de façon soutenable et rentable. Donc, ce que vous dites, c'est que le bio de masse, du moins le bio qu'on consomme de façon logique dans nos supermarchés, il a la même problématique que le reste de la culture conventionnelle. Tout à fait. Moi, ce que je reproche à l'industrie du bio, c'est de vouloir cacher le travail de sol en déviant la discussion sur les pesticides et les engrais chimiques ou les produits de synthèse, alors qu'on utilise beaucoup des pesticides d'origine naturelle en bio. Il y en a beaucoup qui sont homologués pour la production bio. Puis pour terminer, M. Michon, vous arrivez d'un voyage en fait en France. Oui. Vous avez fait plusieurs régions, la Bretagne, la Vendée, la Haute-Provence. La Haute-Provence aussi, la belle région de la Haute-Provence. Quand vous allez là, vous allez enseigner en fait votre savoir, j'imagine. On va dire plus, faire un témoignage. Faire un témoignage. Oui. Puis quelle est la perception, comment est reçu d'abord le témoignage que vous amenez d'ici, puis quelle est votre lecture de comment ça se passe en fait en France versus ici par rapport au semi-direct? On est peut-être un petit peu en avance heureux au point de vue semi-direct. Par contre, eux ont de l'avance au niveau de l'utilisation des plantes de couverture en interculture. Ça, ils l'ont. Là-bas, c'est des plus petites fermes. Il y a plus de difficultés à atteindre la rentabilité sur ces fermes-là. Et actuellement, ils ont beaucoup de pesticides qui ont été mis de côté, qui n'ont plus le droit d'utiliser. Et ils ont le risque aussi, d'ici la prochaine année, de perdre l'utilisation du glyphosate. Et ça, au niveau de la conservation des sols, c'est mortel. Oui, parce que pour vous, le glyphosate, encore là, on parle d'un faux débat. Oui. Parce que le glyphosate, c'est quand même le produit qui a été le plus décrié, en fait. Oui, c'est parce qu'il représente la santé des sols. L'industrie du bio l'attaque parce qu'il représente la santé des sols. Puis en bio, on prétend que les sols sont en santé alors qu'ils ne le sont pas. Ça fait qu'on attaque le bio, on attaque le glyphosate et le no-till en même temps. C'est ça qu'on fait. Moi, c'est le même que je le vois, c'est ma perception. Donc, vous, votre lecture, c'est que la France est peut-être sur un chemin de l'erreur avec le glyphosate qui pourrait disparaître dès 2021. Ouais. Et on aurait pris les bonnes solutions au Canada en disant on se donne encore 15 ans pour voir ce qu'on peut faire. Tout à fait. D'ici 15 ans, on va peut-être avoir une autre molécule qui va sortir, qui va être d'origine naturelle, et puis là, tout le monde va accepter. Même si actuellement, le glyphosate est un produit qui est très sécuritaire, parmi les plus sécuritaires qu'on peut avoir dans toute la liste des produits, incluant les biopesticides. Son seul défaut, c'est qu'il est populaire, puis il y en a beaucoup. Mais il remplace un grand nombre de produits. Quand vous dites ça, le glyphosate est le plus sécuritaire. Dans vos rencontres, vous disiez tout à l'heure, j'ai fait des rencontres un à un aussi en privé avec le ministre. Ça, vous le dites quand vous rencontrez des décideurs? Ben oui, je l'ai dit à la commission aussi. Oui, mais quand vous voyez des décideurs en privé, vous leur répétez? Ben, tout à fait. Puis la meilleure façon de le montrer, c'est par le calculateur SAGE. C'est un indicateur là, du risque, un risque pour la santé et le risque pour notre santé et l'environnement. Tous les pesticides ont été classifiés et selon leur risque.
Et le glyphosate est parmi les moins à risque. Mais on s'entend qu'il y a il y a un mauvais travail de communication qui a été fait quelque part, parce qu'il y a un très bon travail de communication de la part du bio qui a démonisé en fait le glyphosate. Oui. Il y a quelqu'un qui a raté sa communication sur le glyphosate. Bien, le bio a beaucoup d'argent à mettre dans la communication. C'est quand on regarde ce qu'ils peuvent faire sur l'argent qu'ils viennent chercher sur nos fermes ou sur les fermes qui sont en bio, ils ont beaucoup d'argent à dépenser en communication, puis en promotion, puis en propagande, trompeuse, mensongère et malhonnête. Et on fait peur aux gens de la ville en leur disant que les pesticides, c'est épouvantable pour leur santé, alors que dans une seule tasse de café, on a autant de toxines que pendant toute l'alimentation pendant une année au complet. Donc, c'est deux poids, deux mesures dans ce cas-ci. Mais on réussit à faire peur au monde avec ça. Mais il y a beaucoup d'argent. Hein? Je parlais d'argent là-dedans, si vous me le permettez. Moi, je suis producteur de haricots de conserverie extra fins. Je vends à l'hectare, avec le rendement que j'ai eu cette année, environ 3 000 $ par hectare. Si j'étais un producteur bio, j'aurais vendu le même volume. Si j'avais eu le même volume, j'aurais pu vendre 5 000 $ par hectare. Et l'industrie, à l'épicerie, va prendre 43 000 $ par hectare. C'est beaucoup d'argent. Sur le bio? Oui, seulement parce que c'est bio. Passer l'usine, donc le profit de l'usine, le distributeur et puis l'épicerie, la chaîne de magasins. Il y a 43 000 $ qui s'en va sur mes haricots. Regardez le prix, en fait, c'est 3,20 $ le 500 grammes pour les miens, puis 5 $ le 500 grammes pour le bio. Ça fait 1,80 $. Ramenez ça au niveau du champ, c'est 43 000 $ par hectare. Quand vous dites qu'il y a beaucoup d'argent, c'est selon vous, le bio, c'est une grosse machine de marketing des distributeurs, en quelque sorte aussi. Parce qu'ils y gagnent. Tout à fait, c'est juste ça. Parce qu'au niveau de la qualité, mes haricots extra fins faits en conventionnel avec un peu de glyphosate et les autres qui ont travaillé leur sol, le laissé à nu, puis des passages à répétition pour préparer leur champ, bien, mes haricots sont de qualité supérieure. Je vous ferai un test à l'aveugle entre les deux et je suis certain que vous allez choisir les miens. Pour terminer, M. Michon, on va revenir un peu au point de Ouais. départ de l'entrevue. Oui. Finalement, vous me disiez au MAPAC, ça bloque, même vous me disiez que vous avez des sources internes qui vous le confirment. Est-ce que vous avez un peu d'espoir que ça débloque? Bien, le nouveau ministre de l'Agriculture fait un travail énorme pour rencontrer les agriculteurs. Je sais que étant donné que je l'ai rencontré, je suis bien conscient qu'il est vraiment ouvert à la santé des sols. J'ai su aussi que la santé des sols serait au cœur du prochain programme de développement de l'agriculture durable. Donc, pour l'instant, il y a énormément d'écoute. Comment ça va se refléter au niveau du programme? Ça, on verra. J'ai confiance, là, mais c'est les actions qui vont compter. Et donc pas juste... Les actions qui donneront le jugement. Oui, exactement. Merci beaucoup. Bonne journée, M. Michon. Merci.